Je vais vous résumer ce livre, Compléments alimentaires, mythes et réalités, écrit par le docteur Frédéric Denis, qui est docteur en cancérologie et qui a travaillé sur la leucémie à l'INSERM. C'est un livre de 148 pages, écrit en juin 2022. Et nous allons voir la table des matières. On va d'abord bien définir ce dont on parle. Complément alimentaire, c'est quoi? Les allégations. Et on va voir une partie importante qui est comment bien choisir un complément alimentaire. Ça reste quand même l'objectif de ce livre. Et pour ça, quels sont les points de vigilance? Et on prendra quelques exemples sur des produits comme la vitamine C, en tout cas l'acérola, tout ce qui est curcumine, les complexes multiminéraux, la glutamine, etc. En introduction, il nous rappelle que mieux vaut prévenir que guérir. Il nous rappelle aussi la définition de la santé suivant l'OMS, disant que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. L'idée reste de sensibiliser et d'éduquer les gens à ce qu'est la santé, ainsi qu'aux moyens de mieux la contrôler et la préserver. Il nous rappelle donc qu'en termes de prévention, il est bien d'avoir une alimentation diversifiée, une bonne hygiène de vie, avec l'activité physique, le sommeil, etc., du temps pour soi, en limitant le stress, ne pas attendre des problèmes de santé pour se poser des questions et puis pour changer des petites choses, et éviter les rechutes et la chronicité. Ne pas tomber dans un cercle vicieux se disant que c'est comme ça, c'est là où les problèmes peuvent commencer à arriver. Il nous invite à lire L'alimentation ou la troisième médecine, je vous mettrai en lien ma vidéo sur le sujet. Il nous détaille aussi le fait que l'agriculture intensive a entraîné une baisse de micronutriments. Dans ce tableau, il nous montre le résultat d'une enquête faite en Belgique aux alentours des années 2014 et qui montre le pourcentage de population qui présente un risque de carence nutritionnelle, soit pour les femmes, soit pour les hommes. Et on voit quand même que les chiffres sont très élevés, que ce soit pour le calcium, la vitamine D. Alors un complément alimentaire, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue de définition, c'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné. Cela signifie que les doses doivent être quantifiables, suffisantes et reproductibles. Mais cela signifie aussi qu'il n'y a pas d'effet pharmacologique. Côté réglementation, il faut savoir que la réglementation, par exemple, il y a une liste exhaustive européenne de 13 vitamines et de 17 minéraux, et ça date de 2006. Il y a une liste de plantes qui date de 2014. Il y a eu l'arrivée des nouveaux ingrédients, on en parlera après, qui date de 2015. Et quant aux champignons, eh bien, ils y travaillent depuis 2015 et rien n'a été sorti au niveau européen. Pour commercialiser un complément alimentaire, il suffit d'une simple déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF. Il faut savoir que c'est environ 1000 demandes par mois et que fin 2021, on en était à 60 000 demandes. Donc la réglementation nous dit qu'on ne doit pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni même évoquer ces propriétés. On doit juste écrire « source de » ou « riche en ». Enfin, les allégations santé doivent être basées sur des preuves scientifiques. Il existe donc une liste positive, comme par exemple le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale. Par contre, est interdit de dire le calcium aide à lutter contre l'ostéoporose. Maintenant, qui fait des études cliniques en double aveugle, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par étude. Et de plus, elles doivent être conduites sur une population dite saine. Il va nous détailler comment décrypter une étiquette, avec entre autres l'obligation de mettre une adresse qui soit au niveau européen pour pouvoir être commercialisée dans les pays d'Europe. Bon, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais c'est assez intéressant de pouvoir effectivement bien décrypter une étiquette, puisque c'est ça qu'on a en face dans les mains quand on veut acheter un produit. Alors comment ces produits sont-ils développés? Il faut à la fois concilier les besoins des consommateurs, la réglementation, les contraintes et les intérêts des industriels, et la loyauté envers les consommateurs, bien sûr. On a ce schéma dans le livre qui montre que c'est quand même assez complexe, avec des contrôles qualité, des études de toxicologie, et des boucles en fonction des résultats. Alors comment sont-ils fabriqués? Il y a en fait plusieurs possibilités. On peut très bien acheter des produits sur étagère, c'est ce qu'on appelle des marques blanches, auquel cas on se contente juste de mettre une étiquette et de vendre quelque chose déjà fabriqué par quelqu'un d'autre. On peut aussi faire appel à ce qu'on appelle le full service,
À ce moment-là, le fabricant propose un mélange au vendeur en fonction de son cahier des charges. A noter que dans les deux cas, il y a délégation de responsabilité et de traçabilité. Alors comment choisir un bon complément alimentaire? Il y a déjà la naturalité des ingrédients et de la formulation. En Europe, aucune définition du terme naturel, contrairement aux États-Unis. En France, on nous dit devrait généralement être réservé à des denrées alimentaires provenant de la nature et au maximum être transformé mécaniquement. S'il y a cuisson ou fermentation, on dira à ce moment-là origine naturelle. Donc la France est plus restrictive que l'Europe, mais ça reste quand même assez ouvert. Méfiance donc de tous les compléments qui viennent d'Europe, puisqu'il n'y a pas de définition du terme naturel. On a vu apparaître des nouveaux ingrédients, comme par exemple la forme liposomale. N'oublions pas que ce sont des nanoparticules obtenues par des procédés chimiques et de haute pression. Là, on n'est plus dans l'alimentaire, on est dans la chimie, on est dans la pharmacie. Ceci dit, en France, on a considéré que c'était des nouveaux ingrédients, donc il n'y a pas besoin d'autorisation. Pour tout ce qui est extraits végétaux, ça va se faire par extraction à l'eau ou à l'éthanol, mais certains ajoutent des actifs non naturels. Par exemple, quand on voit des extraits de prêle titrés à 7 voire 10%, dans les faits, c'est impossible. Sauf si on fait sécher sur un support en dioxyde de silicium. La seule manière de détecter ces rajouts sont des analyses chromatographiques. On va parler maintenant de dosage. On va aller vers un dosage respectueux de l'organisme. C'est ni trop, ni trop peu. Il nous parle de la vitamine D, et au passage, effectivement, attention à nos flacons de vitamine D. Il faut savoir que c'est toxique pour les enfants en bas âge en cas d'ingestion totale. On est censé en prendre quelques gouttes, mais s'ils ouvrent le flacon et qu'ils le prennent en entier, il peut y avoir une intoxication grave. Et à savoir aussi qu'aux USA, les produits sont très fortement dosés. Par exemple, on est à 50 mg pour le zinc, pour une dose maximale par jour, comparé à 15 pour la France. Donc absorber des compléments, c'est bien, mais on va parler d'assimilation, et donc de biodisponibilité qui va dépendre du type d'aliment, donc là on est au sens large, que ce soit des compléments ou des aliments, de la taille des molécules, un plus c'est gros, moins ça passe, de la solubilité, soit dans l'eau, soit dans l'huile, de sa forme galénique, en poudre, en gélule, de la qualité de notre paroi intestinale, de l'effet du premier passage hépatique qui est responsable de la détoxication entre autres et des transformations, de savoir si le complément est prêt à jeun ou non, des rythmes biologiques propres à chacun et des éventuelles interactions avec des médicaments. Au passage, c'est bien ça qui nous fait dire qu'on ne peut pas avoir un produit pour tous, puisque dans tous les cas, ça va dépendre de beaucoup de choses, et on est tous différents. Il nous parle par exemple du fer, qui est soit héminique, soit non héminique. Héminique pour les produits animaux, non héminique pour les végétaux, et on passe d'une biodisponibilité de 25% pour les animaux à 5% pour les végétaux. De plus, il faut des cofacteurs comme le nickel, le cuivre, le molybdène, la vitamine C. Et les polyphénols du thé, du café et de certains végétaux se lient au fer et diminuent l'assimilation du fer héminique. Concernant le coenzyme Q10, il nous explique les deux formes ubiquinol, ubiquinone, en nous disant que l'ubiquinol est le mieux assimilé, prouvé par des études. Il est donc mieux en complément alimentaire, mais il s'oxyde plus rapidement. On aura donc une meilleure assimilation s'il y a rajout d'huile végétale et si elle est aussi stabilisée par des polyphénols. C'est vrai que le coenzyme Q10 est très important, et donc il convient de prendre un produit qui soit vraiment utilisable. Et par exemple, au Japon et au Canada, ils conseillent la prise de coenzyme Q10 en complément des statines pour compenser la diminution de synthèse causée par les statines. Il nous parle aussi du glutathion qui est dans plusieurs formes comme précédemment. Et un des meilleurs produits du moment, c'est une forme sublinguale qui permet une assimilation sans passer par la voie digestive. Et là encore, des études cliniques sont à la clé. Maintenant, on va parler d'efficacité des compléments. Plusieurs méthodes pour les obtenir, par infusion, percolation, décoction, voire mixer ces techniques. Et là, c'est tout le savoir-faire des fabricants. Et on va parler maintenant du juste dosage. Ni trop, ni trop peu. On voit dans cet exemple que 480 mg par jour semble être l'optimum pour faire diminuer la pression artérielle, qu'en dessous, effectivement, l'effet est bien moindre, mais qu'au-dessus, l'avantage diminue. Il souligne le fait qu'il est important de suivre les recommandations d'un praticien. Il nous rappelle que toute démarche de pratique complémentaire se focalise sur la stimulation de la capacité du corps dans son ensemble à se régénérer ou à normaliser son fonctionnement via l'alignement énergétique,
le rééquilibrage alimentaire, la supplémentation à base de plantes ou d'extraits d'origine naturelle, ou encore d'autres techniques de régulation. Abordons maintenant les points de vigilance. On va d'abord parler de sourcing des ingrédients. Par exemple, le coenzyme Q10 à base d'ubiquinol est fabriqué par une seule société japonaise et on est sur des tarifs qui approchent les 2000 € le kilo. Pour la prêle, le sujet aussi est complexe puisqu'il y a des tiges fertiles, d'autres stériles, qui apparaissent à certains moments de l'année. Il faut savoir aussi que la plante renferme de la nicotine et peut entraîner une dépendance. Et il y a aussi une enzyme qui dégrade la vitamine B1. Alors voilà, certains procédés permettent de détruire cette enzyme et de détruire la nicotine. Donc bien lire les étiquettes, est-ce qu'on est en face de plantes broyées ou des extraits qui du coup pourront avoir ces ajustements. Il nous parle aussi d'interaction avec les médicaments en nous rappelant que ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément sans danger. Donc la prise de certains médicaments peut poser problème associé à des compléments alimentaires puisqu'ils vont pouvoir changer la fenêtre thérapeutique. La dose thérapeutique est généralement proche de la dose à laquelle apparaissent les effets néfastes du médicament. Alors si un complément vient perturber les choses, cela peut être gênant. D'un point de vue pharmacocinétique, on peut avoir modification de l'assimilation d'un principe actif pharmaceutique par un complément alimentaire. Là, il nous parle du cytochrome P450, je vais faire court, c'est en fait une trentaine d'enzymes qui vont s'exprimer dans le foie et dans les intestins et qui font agir sur beaucoup de traitements de produits ingérés. Le but étant de les rendre plus solubles et de pouvoir les éliminer plus facilement. Et en fonction des individus, on est plus ou moins équipé de tous ces enzymes. Et donc on réagit tous différemment à la prise de médicaments ou de compléments alimentaires. Par exemple, le millepertuis a une action importante sur ces cytochromes P450. Et la prise de millepertuis peut diminuer grandement l'efficacité des médicaments pris. On parle quand même de contraceptifs oraux, de certains anticoagulants, d'immunosuppresseurs, d'anticancéreux, etc. Il faut savoir aussi qu'il y a des antinutriments présents dans certaines plantes. Ils vont avoir la particularité de modifier l'assimilation de certaines vitamines, minéraux ou oligoéléments. Notons bien que la façon de préparer les denrées alimentaires, cuisson, fermentation, extraction, etc., a un impact sur la dégradation ou non de ces antinutriments. Comme par exemple le fait de faire tremper ces noix européennes pour éliminer les antinutriments qui peuvent être gênants. De même, les minéraux font preuve de nombreuses interactions négatives entre eux. En solution dans notre estomac, ils sont sous forme ionisée et ces formes électriquement chargées ont tendance à irriter la muqueuse gastrique lorsqu'elles sont présentes en grande quantité dans l'estomac, ce qui explique pourquoi certains consommateurs ont du mal à tolérer certains compléments alimentaires à base de minéraux sous des formes classiques, que ce soit des chlorures, des sulfates, des oxydes, etc. A noter que la forme bisglycinate n'a pas ces inconvénients, elles sont neutres. En fait, les minéraux se retrouvent chélatés et non plus ionisés. On va associer au minéral ou aux oligoéléments d'autres biomolécules, le plus souvent des acides aminés, qui vont faciliter le passage de la barrière intestinale. Nous avons aussi des interactions pharmacodynamiques qui vont faire soit une synergie, soit un antagoniste avec un médicament. Par exemple, l'ail qui augmente la fluidité sanguine, ainsi que le gingembre. Le ginseng qui peut proposer des risques d'hypoglycémie si on est sous antidiabétique. L'arpagophytum qui avec son goût amer peut favoriser des sécrétions gastriques, donc attention pour les personnes sous ulcères ou avec calcul biliaire. La réglisse qui s'oppose aux effets antidépresseurs, etc., etc. Il nous indique aussi des sites où trouver une compilation de tous ces éléments. Il y a aussi des interactions alimentaires, comme par exemple le jus de pamplemousse, qui perturbe la métabolisation des statines, des benzodiazépines, des inhibiteurs calciques, de certains anticancéreux, etc. Et un seul verre de 250 ml suffit. Donc attention, si vous êtes adepte de ce jus systématiquement le matin, prudence. Et dans un tableau dont je vous mets l'extrait ici, il va citer les différents antinutriments, que ce soit les lectines, les oxalates, les phytates, les goitrogènes, les phytoestrogènes, les tanins, et l'effet potentiel sur notre fonctionnement. Par exemple, comme conseil général, on conseille d'espacer le thé des repas, par exemple avec 1h30 d'écart. On va parler maintenant de contre-indications particulières, en nous rappelant le fameux primum non nocere. Il y a déjà les allergies à certains constituants à ne pas négliger, avec par exemple les produits de la ruche, qui peuvent être allergènes, surtout pour les enfants en bas âge. Quant aux phytoestrogènes, certains nous disent de faire attention avec les produits associés à la ménopause, par rapport au cancer, mais ils nous parlent d'études qui montrent le contraire.
Attention à l'iode qui peut poser des problèmes pour les femmes enceintes ou pour les personnes sous traitement ou avec des problèmes pour la thyroïde. La levure de riz rouge, ça reste une statine naturelle, donc il y aura des effets secondaires largement amoindris au niveau musculaire, puisqu'on est plutôt à un équivalent de 3 mg du produit que 30 à 40 pour les médicaments. Quant à la traçabilité et la qualité, prudence et mère de sûreté. Il va nous expliquer, à travers cet exemple de chromatographie sur de la prêle, comment pouvoir faire réellement une analyse sur un produit, sur un lot qui arrive, pouvoir détecter par exemple le 5 qui est non conforme, puisqu'il va se retrouver ici avec des choses qui ne devraient pas avoir lieu dans l'échantillon de référence. On pourra donc veiller à la présence de produits nocifs comme l'oxyde d'éthylène, utilisé souvent dans les produits bas de gamme pour tuer les bactéries et les champignons. C'est quand même un agent cancérogène, mutagène et reprotoxique. En tout cas, tous les contrôles qualité sont chers, forcément. Une analyse varie de 40 à 600 € par recherche de produit et on peut être amené à en chercher jusqu'à 200. Alors bien sûr, ça peut coûter très cher. Et d'ailleurs, une gamme restreinte de produits rend les contrôles plus faciles. Alors comment choisir ces compléments ou se fournir? Mieux vaut se renseigner directement au laboratoire qui fabrique. Dans les grandes surfaces, bien sûr, on n'aura aucun conseil et rarement des ingrédients premium. En pharmacie, la qualité du conseil est aléatoire. Et attention à toutes les belles histoires vendues et aussi à l'usage du marketing de la peur, voire de la rareté. Et on trouve plus de produits sans que des produits avec, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas obligation de mentionner les excipients. Par exemple, on verra marqué sans oxyde de titane alors qu'il est interdit. Donc cherchons à croiser nos sources d'informations pour être mieux au fait de tous ces produits disponibles sur le marché. Il nous donne un exemple de greenwashing avec par exemple un pilulier biodégradable, mais il n'est pas indiqué qu'il est biodégradable s'il est broyé, chauffé et mélangé à des substances particulières. Ou alors s'il y a une pellicule plastique à l'intérieur, eh bien, il faut la retirer avant de pouvoir composter l'emballage carton. Puis il aborde quelques idées reçues sur les compléments alimentaires, avec par exemple l'acérola et sa vitamine C. Donc il rentre dans les détails du pourcentage de vitamine C dans les fruits, son oxydation par le soleil, etc. Qui nous démontre que quand on voit un complément à plus de 17% de vitamine C, eh bien c'est forcément qu'il y aura eu rajout de vitamine C synthétique. Donc l'acérola est à la mode, mais sa production de vitamine C, in fine, n'est pas forcément la plus intéressante. Il nous parle par exemple du camu camu, qui est un fruit plus intéressant selon lui. Il nous détaille aussi la problématique quant à la curcumine et la nécessité de pipérine. En final, la pipérine va avoir une action négative sur le cytochrome P450 et va permettre de mieux assimiler la curcumine. Et ça sera encore mieux si on rajoute des antioxydants, etc. Quant aux complexes multiminéraux, il y a prudence parce qu'effectivement, avec les interactions négatives entre eux, on pourra avoir un effet non souhaité in fine. Par exemple, le cuivre et le zinc sont capables d'inhiber le fer. Et le fer peut empêcher l'usage du cuivre au travers de la muqueuse intestinale. Il nous rappelle, comme à plusieurs endroits du livre, qu'il est toujours important de considérer un apport en cure de courte durée dès que l'on s'adresse à une supplémentation en complément alimentaire. Et au passage, si le complément contient des vitamines et des minéraux dans une seule gélule, eh bien le risque c'est d'avoir une oxydation des vitamines dans le bol digestif, sauf si les minéraux sont sous des formes chélatées. Alors justement, on voit ici la biodisponibilité de différentes formes de zinc données à des groupes de personnes différents, et avec une analyse sanguine après pour voir le taux sanguin en fonction de la durée après la prise. Et on voit clairement ici le bisglycinate qui se détache par rapport aux autres formes. Il nous cite aussi d'autres études qui montrent l'intérêt négatif d'avoir vitamines, minéraux et probiotiques dans la même gélule, puisqu'on va avoir une baisse de l'intégrité des souches bactérielles et de la teneur en vitamines. Alors la glutamine, supposée lutter contre l'hyperméabilité intestinale. Il y a plus de 1200 compléments en France qui en contiennent. Et quand on interroge les fabricants et les fournisseurs, ils nous disent tout le monde en propose, on fait pareil. Alors effectivement, des études sur animal ont montré que la carence augmentait la perméabilité intestinale, que la supplémentation en glutamine restaurait le fonctionnement normal. Par contre, chez l'humain, cela semble moins prometteur. En tout cas, une étude montre que on n'est pas à hauteur de la promesse, à savoir aussi que notre alimentation en apporte 5 à 10 grammes par jour et que notre corps peut en synthétiser 50 à 80 grammes par jour. Donc hormis cas grave, difficile d'avoir une carence. Ça serait donc plutôt à réserver pour les soins intensifs ou des maladies graves.
Et enfin, sachons que la glutamine est utilisée pour faire pousser des cellules cancéreuses en laboratoire, et que des études sont en cours pour essayer d'inhiber le métabolisme de la glutamine comme potentiel outil thérapeutique pour les futurs traitements contre le cancer. Dans le chapitre sur les conforts articulaires, il nous parle de la chondroïtine et des glucosamines. Moi, je retiendrai surtout son affirmation qui dit que nos grands-parents savaient l'utilisation des os à moelle, de la couenne, des pieds de cochon, des bouillons de poule, des soupes de poisson, et l'apport de collagène qui pouvait en suivre, et eux avaient de fait beaucoup moins besoin de compléments. En tout cas, en conclusion de ce chapitre, il nous dit qu'il faut un produit de qualité assez longtemps avec des apports complémentaires comme la vitamine C, de la silice organique, de la vitamine D, etc. Dans sa conclusion, il nous rappelle de donc faire attention à la qualité des produits, aux quantités annoncées, de se poser des questions sur l'assimilation, à l'idéal d'obtenir des études cliniques, de se renseigner sur la démarche qualité du laboratoire et de fuir les belles promesses. Il nous donne une citation qui dit « La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre, cependant c'est le plus mal gardé ». J'en arrive à mes conclusions personnelles. Je trouve que c'est un recueil assez complet de l'essentiel à savoir sur les compléments alimentaires. Et tant qu'à dépenser parfois des sommes importantes, il me paraît essentiel de mieux comprendre de quoi il en retourne. Et comme d'autres sujets, la transparence n'est pas directe. Le sujet peut être complexe, mais il est abordable tel que présenté par son auteur. J'apprécie qu'il fasse autant de rappels sur la nécessité d'une bonne hygiène de vie, préalable indispensable à une bonne santé. Dit autrement, mieux vaut une démarche globale qu'une supplémentation qui s'installe dans la durée. On rappelle bien cette notion de cure ponctuelle et jamais de prise au long cours. Alors effectivement, allons plutôt vers des produits de qualité qui ont fait leurs preuves à travers des études cliniques et qui s'appuient sur un état de l'art actualisé. Et au besoin, faites-vous accompagner dans les choix qui sont parfois bien complexes. Voilà pour le résumé de ce livre.